Bonjour et bienvenue dans les archives de ce Daily Emerald datant du 3 avril, retraçant les événements du 31 mars 1899 d'Edith de Rosière et du Ranch Emerald. Prenez place car des nouvelles il y en a eu, mais avant de continuer, sachez que vous pouvez voir la rediff complète sur sa chaîne YouTube, une rediffusion à ne pas manquer au vu des événements. Il est minuit passé au ranch, la lune éclaire les champs de blé et les collines avoisinantes semblent peindre des mouses attristées sur leurs flancs. Un loup hurle en se tenant au sommet d'une de ces collines, sa silhouette déchirant le paysage endormi du ranch. Une chouette ulule peu après, suivie d'un hennissement qui vient complètement briser le calme nocturne. Ce soir-là, Blackwood était de garde dans l'allée du ranch lorsqu'il vit au loin un cavalier, suivi d'un second, et d'un troisième. Personne ne viendrait aussi tardivement au ranch à cette allure, se dit-il. Il s'approche du ponton de bois, l'arme à la main, avant d'entendre un bruit assourdissant et un éclair fulgurant illuminer la nuit noire. Ses yeux écarquillés de stupeur regardent dans le vide alors qu'il s'effondre sans vie sur le bois, s'endormant dans un sommeil éternel au son cristallin de l'effluve au-dessous. C'est ainsi que débuta la tuerie du ranch Emerald qui fit perdre la vie aux assaillants, les Black Pistols, ainsi qu'à Séraphine, la plus discrète des sœurs, humaine au cœur généreux qui s'en alla rejoindre ses aïeux. Un reniement déchirant des origines, nous en parlions dans notre dernier numéro et cela arrive peu après les funérailles de sa jeune sœur. Edith fut conviée par les natifs une nouvelle fois et s'en alla les rejoindre accompagnée de Kim Lee. Après une longue route qui leur fit traverser Strawberry sous les yeux malicieux d'Ernest Callaghan, se délectant de cette vision, ils arrivent en territoire indien où nombre de décorations sacrées avaient pris place. Le chef natif l'invite à prendre place au milieu d'un cercle de pierre, la confusion régnant dans l'esprit d'Edith qui ne comprend pas la situation. Ainsi, le chef éclaire ses questions en lui expliquant qu'il est impossible d'emprunter deux chemins de vie, celui de native et d'américaine, et qu'il fallait faire un choix. Malheureusement pour les natifs, Edith ne se résoudra jamais à abandonner son ranch et s'ensuit une cérémonie qui invitera les esprits à ne plus la reconnaître en tant que native, mais comme une bilagana, une simple étrangère, un grain de sable porté dans le vent. Edith de Rosière est donc à présent reniée de son sang native et de son aristocratie américaine, ne laissant plus que dans son cœur un refuge familial. Qu'est-elle donc? À quel camp appartient-elle, si ce n'est simplement celui de l'humanité? Ce dimanche qui avait débuté d'une manière des plus navrantes continua de faire sombrer Edith dans la tristesse et le désarroi à chaque minute qui passait. Lazare Kincaid fait son entrée au ranch en demandant l'asile et un travail après qu'il ait quitté la ferme des Braithwaite suite à des soucis personnels. Alors que le ranch l'accueille à bras ouverts, il profite de l'absence des hommes de la ferme pour s'emparer d'Edith sous le regard terrifié d'une Théodora impuissante. Oh non! Théo, y a personne à la ferme, y a pas les frères! Non. Ils sont tous barrés. Si je reviens pas, sache que je t'aime, ma sœur. Mais tu vas revenir. Tu vas revenir. Maudite soit sa calvitie, hein. Lazare lui apprend qu'il a été engagé par Otis Adler et donc par les Callaghan pour ramener Edith auprès de cette famille détestable. Sur la route, ce n'est qu'insultes qui sont échangées entre le ravisseur et la victime alors qu'ils chevauchent jusqu'à Van Horn, ce village à la réputation dangereuse qui le précède. Arrivés sur place, ils rencontreront Ernest Callaghan et non Otis, qui lui fut arrêté par le shérif plus tôt dans la soirée, information obtenue par Pretorius. La suite vous fera remercier le Seigneur de ne pas avoir été à la place d'Edith à ce moment-là. En effet, sur le trajet vers la demeure Callaghan, Ernest n'arrêtera pas de comparer Edith à un homme ou à une chose, enfonçant l'âme de ce diamant qu'est la fille émeraude au tréfonds de l'humiliation. Leur arrivée au manoir se fait dans le secret et une rencontre a lieu entre Ambroise Callaghan et la fille émeraude. Pour ne pas citer, car je n'en serais point capable, la dégradation subie par cette dernière, je vous laisse écouter comment s'est passée cette entrevue. Bonjour. Bonjour, monsieur Callaghan. Eh bien, je pensais de vous que vous seriez un meilleur gentleman. Oui, avec les dames. Eh bien, peut-être que voudriez-vous voir mon derrière pour vérifier. Je ne doute pas que vous soyez une cata, mais je ne mange pas de ce pain-là, vous savez. Prends, on dira que c'est juste ma conjointe ou ma femme. Je pense que même si vous avez l'air de quelqu'un de peu riche, elle est encore en dessous de vous, hein. Et pourquoi donc alors je serais enceinte d'un natif? Parce que vous êtes une cata, c'est vrai. Vous m'avez humiliée. Je n'ai plus rien maintenant. Que voulez-vous de êtes- plus? Vous vous êtes humiliée toute seule, ma chère. En naissant, c'est ça? Absolument, oui. Le père Callaghan libérera Edith sous la condition que les filles émeraudes se marient à des hommes que lui aura choisis pour elle, de bons Américains qui tiendront les femmes du ranch et leurs pensées progressistes qui commencent à se répandre aux alentours. Edith, souillée physiquement et psychologiquement, rentre meurtrie au ranch, accueillie par une famille soudée qui avait remué ciel et terre pour la retrouver. Leur discussion resta en suspens car ils allèrent se coucher après cette journée épuisante,
mais nous avons pu apercevoir une flamme rebelle émanant de chaque membre du ranch. Ils préfèrent mettre les Caliganes à feu et à sang que de vendre leurs sœurs à des aristocrates. Nous attendons donc patiemment les ordres de Silas Emerald, qui indiquera la marche à suivre. Cobie Coulter attend Edith au ranch de pied ferme, bien déterminée à manger et discuter avec elle. S'ensuit une discussion nous apprenant que Cobie est maintenant solitaire et que tous ses frères l'ont trahi pour rejoindre ses ennemis. Il courtise donc Edith de plus belle, en se disant sûrement que la compagnie d'une femme soignera probablement la solitude soudaine auquel il est confronté. Edith, consciente du danger de cet homme, accepte tout de même de chevaucher à ses côtés à la tombée de la nuit, scène qui n'arrivera jamais, coupée court par Lazare. Et ainsi, nous pouvons nous demander si dans cette confrontation contre les Caliganes, Cobie se tiendra aux côtés d'Edith, ou bien l'abandonnera-t-il à son sort. Car il est important de souligner que cet homme, malgré tous les défauts qui hurlent à Edith de s'enfuir, l'intrigue au plus haut point. Edith, ayant déjà trempé dans l'illégalité, n'a pas l'air de se soucier de la réputation de cet homme, au contraire. De toute manière, avec l'ultimatum imposé par les Caliganes, le choix d'un homme près duquel il faudra se ranger approche à grands pas, à moins que le chemin de la guerre soit pris. Après Séraphine, verrons-nous tomber un autre membre du ranch dans cet avenir incertain où le danger court sur les murs et sous les planchers. Nous le saurons très bientôt. Pour terminer ce journal, voici un petit récapitulatif des alliés potentiels actuels pour le ranch. Je vous laisse lire. C'était le Daily Emerald, présenté par Sean McPeace. Je vous dis à ce soir pour la suite des aventures et vous donne rendez-vous dimanche pour le prochain numéro. Bonne fin de semaine.